OK les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Après Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Dibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, existe-t-il des avantages physiologiques pour certains athlètes? Quels joueurs ont plus d'impact sur les résultats d'une équipe? Pourquoi le Canadien ne repêche pas de Québécois? Et quelle équipe a le pire nom d'équipe? On répond à toutes ces questions-là et bien plus encore. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul! What's up les nuls et bienvenue au match nul. Cette semaine, grosse émission, je dis ça bien humblement, mais c'est définitivement, mon Dieu, j'ai de la misère à le dire, le meilleur épisode qu'on va enregistrer aujourd'hui. Et on perd pas de temps. David, comment ça va? Ça va bien, toi, Guillaume? Oui, ça va bien, correct. On en parlera tantôt parce que je suis quand même trigger, mais j'en parle tantôt. Aujourd'hui, David, on n'a pas un, mais deux chroniqueurs. Hein. Un que vous connaissez bien, un que vous connaissez bien et un petit nouveau. Hein. Donc, on les accueille. Francis, re-bienvenue. Hey, écoutez les boys, là, toutes les péripéties pour me rendre jusqu'à vous en virtuel, je suis vraiment content d'être là. Un peu triste que vous ne me voyez pas, mais quand même content. Oui, bon, on voit que tu es un peu dans la matrice, mais là, il faut que j'accueille l'autre par contre. C'est Monsieur Laurent, première fois à match nul. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, très content d'être ici. Honoré, enchanté, match nul, content de vous rencontrer. Hey, wow, maintenant on est devenu un pronom impersonnel, on aime ça. Vive match nul. Les boys, sans plus attendre, je vais vous demander comment s'est passée votre semaine sportive et je vais aller tout seigneur, tout honneur. David, vas-y. Ben moi, j'ai écouté le repêchage, les 12 heures que le repêchage a pris. Hey, ça n'a-tu pris du temps? Ah, c'était ridicule pour vrai, c'était ben trop long, là. Je veux bien croire que c'était virtuel, là, mais maintenant, il y a bien des maudites limites. Là. Mais quand même, je sais pas pour vous, les boys, si vous avez écouté, mais j'ai été diverti par comment c'était malaisant des fois. Là. Parce que des fois, genre, il disait, mettons, Tampa Bay, c'est à ton tour. Puis là, il parlait pas pendant 5 secondes. Puis là, il disait son pic. Puis là, il y avait un autre silence de 5 secondes. Puis après ça, on revenait à, mettons, Gary Bettman. Un autre silence de 5 secondes. Puis après ça, il disait, oui, le pic, c'est ça. Je suis comme, hey, tar! Mais ça aurait pas été plus simple qu'ils fassent comme dans la NFL. Tu sais, moi, je comprends que la LNH est toujours spéciale. Les équipes annoncent leurs propres joueurs. Là. Mais vu que c'est spécial, cette année, ils auraient pu faire comme tu sens. C'est juste Bettman qui annonce les joueurs, puis ça finit là. Nah. Pourquoi faire ça quand on fait compliqué? Ah, c'est ça. Et toi, Laurent, comment s'est passée ta semaine sportive? Oh, un deuil. Un deuil? Oh, moi, un grand fervent sportif, hein, les gars, moi. De vivre dans l'incertitude, le stress, l'anxiété, tout ça, je me sens pas bien. Mon anxiété grossit au même rythme que ma bédaine. J'haïs ça. Les salles de gym fermées, j'ai pensé aller courir, j'étais essoufflé. Ah, mon Dieu! Ça part bien. Je me suis consolé en regardant les highlights de notre nouveau ami Josh Anderson. Ouais. Regardez sa grandeur, son poids. Je me suis dit que j'ai manqué ma vocation. Ça aurait pu être moi. Si on regarde juste ça. À part ça, très tranquille et sûrement très tranquille pour les 20 prochains jours. Oh, OK. Et toi, Francis, qui est dans la matrice? Ben, moi aussi, ma semaine s'est faite au rythme du repêchage de la Ligue nationale. J'avais tellement d'appréhension. J'ai eu des problèmes gastriques là, avant, là, à savoir qui le Canadien repêchait. Mais bon, ça finalement, toute cette excitation pour pas grand-chose, vous me direz. Mais non, j'ai bien aimé ça. J'ai suivi le repêchage sur la presse, moi, parce que je travaillais pendant que ça se faisait. Fait que j'aimais bien voir Mathias Brunet ramasser le monde en direct, commentaire après commentaire à l'écrit. Fait que belle semaine, somme toute, première du deuxième confinement. Ouais, mais c'est souvent ça, le Canadien. C'est souvent pour rien. Beaucoup pour rien. Hein? Mais moi, ma semaine, merci de demander, les boys. C'est à peu près la même chose que vous. Retour du confinement, le repêchage. Mais ça, je ne vais pas en parler parce qu'on en a déjà parlé. Mais je veux pas vous inquiéter. Hein? On va vous hyper l'arrivée de Josh Anderson, hein, qui va changer l'attaque des Canadiens. Hein? Je vous rappelle qu'il y a eu seulement une session de plus de 50 points et c'était dans le junior, ça. Mais ça, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va faire comme les autres médias puis on va embarquer dans le bandwagon de Josh Anderson jusqu'à ce qu'on arrive à la station at what the fuck, il avance pas, il score pas, il est pourri. Alors, avant qu'on commence l'émission, les boys, je voudrais faire un gros shout-out à Eddie Van Halen, du groupe Van Halen. Bon, je sais Ben oui, j'ai pensé à toi. Ben oui, je sais que tu vas pas comprendre ce que je vais te dire, Eddie, parce que, de un, tu parles pas français, et de deux, tu es maintenant mort, donc tu n'as probablement pas le
ben le temps d'apprendre le français pour comprendre ce que je veux te dire. Mais bref, je veux juste dire que t'étais un gros gars et j'admire les agilités de tes mains. Bon, c'est un peu wack à dire de même, mais bon, je faisais des signes avec mes mains en le disant, donc je suis sûr que tu vas comprendre. Donc, pour signer ton trépas, je voulais mettre une chanson du groupe dans l'épisode, mais comme le budget de l'émission se résume à l'équivalent d'un spécial numéro 4 de la Belle Pro, voici tout ce que j'ai pu mettre... Donc, mais peace out, bro. Et voilà, Le maintenant, on l'a dit. Et comme on l'a dit tantôt, on a un nouveau venu. Et c'est des coutumes à match nul d'en apprendre un peu plus sur le nouveau menu. Alors, Laurent, est-ce que tu es prêt? Très prêt. Are you listening? Damn. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Soit les invités posent les vraies questions. On est prêt à tout donner pour l'information. C'est Paul Godivu qui arrange l'émission. Les grandes entrevues au milieu de l'action. Oui, les grandes sports-revues. Aujourd'hui, on a Laurent Blais-Sénéchal, nouveau chroniqueur à match nul, et on va lui poser des questions pour l'apprendre un peu plus sur lui et savoir de quoi qu'il vit. Hein? Alors, Laurent, bonjour et bienvenue aux grandes sports-revues. Bonjour, je promets d'être très transparent dans mes réponses et très concis. Oh, ben parfait. Pas besoin d'être concis. Nous, on aime le développement. Donc, première question, Laurent, vous vous définissez en tant que poète. On voudrait savoir pourquoi. Oui, allez voir sur mon LinkedIn. Bienvenue dans la guerre. Moi, je trouve que dans le sport comme dans la vie, tout est plus beau avec une prose développée, une rime qui se tient et un concept élaboré. Donc, on verra tantôt dans ma chronique. Tout est plus beau avec un beau décor poétique. Et qu'est-ce qu'un poète comme vous, enfin oui, je vous vois parce qu'on est dans les grandes sports-revues, donc c'est officiel, peut amener au monde du sport? Un angle différent, je crois. Pour moi, je pense que le sport, qu'on parle de hockey, de football, de baseball, ça ne s'arrête pas au sport. Moi, je vois l'aspect mental, je vois l'aspect famille, je vois l'aspect culturel, je vois tout. Moi, je vois plus loin. Ça va plus loin que pousser des objets de formes différentes dans des buts de formes différentes. OK, je vois ça. Puis nos informateurs nous ont informé des informations suivantes à votre sujet. Il semblerait que vous soyez un fin connaisseur du sport national oublié du Canada, la crosse. Oui, grand fan. Je peux dire que j'ai écouté au moins un match le temps que c'était diffusé à RDS à l'époque. J'ai pogné de quoi, là. J'ai pogné de quoi voir des hommes matures se rentrer dedans à cette vitesse, se donner des coups comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je voulais parler de poésie. Puis là, je parlais de parler de poésie, puis là, je parle de donner des coups de hockey sur d'autres personnes, mais ouais, j'adore. Je trouve que c'est un art qui se perd. Si on peut bien, on parle de racistes systémiques au Québec depuis quelque temps. Oui. S'il y a bien un sport autochtone qu'on a oublié, c'est la crosse. Ou on n'en parle pas, hein? On dit que ça n'existe pas, c'est vrai, oublie pas, hein? On dit que ça n'existe pas. On parle de baseball l'été. Ben, mais exactement. Un vrai sport, tu sais, jouer à la crosse. Et voilà. C'est un vrai sport de baseball aussi. Un vrai sport pour brosser. Bon. En tant que sommité dans le domaine, maintenant, vous savez que j'ai répondu à 3 questions, on connaît que tu es un expert. Donc, en tant que sommité dans le domaine, quel sport devrait, selon vous, disparaître de la surface du globe? Tous les sports aquatiques. Ah oui! Pourquoi? Tous, sans exception. Ben, écoutez, on parle que l'eau va devenir une ressource à quantité limitée. Il faudra arrêter de mettre des gens dedans. Ah, tu es en train de mettre... c'est un bon point. C'est un gros message politique quand même, là. On apprécie. Tout simplement. OK. J'ai encore des questions pour vous, parce que c'est pas fini. On jase là, mon cher Laurent. Si vous aviez été à la place de Kevis Reed, là. Okay. Auriez-vous signé Johnny Manziel à Montréal? Oui. Ah ouais. Je dois avouer que le soccer... Le soccer? Est-ce que j'ai pogné le bon sport? Je sais pas, continue. Continue. Non, c'est pas le soccer. Le soccer, c'est Caca qui est là au soccer. C'est ça. Tony Mongeau. Ah
Ah, ben, je vois que vous définissez en tant que sommité dans le sport. Donc, je vais passer à la prochaine question qui est peut-être plus dans votre champ d'expertise. Monsieur Laurent, quel est ou a été le joueur de 4e trio qui vous a le plus marqué dans votre carrière ou dans votre analyse de sport? Glenn Metropolite, sans aucun doute. Ouais. Presque Tom Kostopoulos, parce que je suis un grand fan de Giro. Oui. Glenn Metropolite, c'était le seul joueur grec de la Ligue, je pense. Les Giro, c'est pas grec. Grand fan du film Mamma Mia aussi. Ah oui. Qui est en Grèce, non? Oui, c'est vrai. Oui, ben oui. Mais Glenn Metropolite, je sais pas, je trouve qu'il y a une sonorité dans son nom qui a rappelé celle de Yanni Ninima, mais on m'a dit 4e trio et pas 6e défenseur, donc Glenn Metropolite. OK, parfait. Et une question un petit peu plus sérieuse, parce que je ne peux pas dire que le reste de l'entrevue n'était pas sérieuse, mais là, c'est un petit peu plus sérieux. Donc, quel sport allume le plus, Laurent, et lesquels vous vous considérez comme étant un expert? Oh, moi, je pense que je suis expert en excitation. Donc, je répondrai, le sport qui m'excite le plus sera le bon. À la même façon qu'une fille à la sortie des bars, celle qui me veut est la bonne. Donc, le sport qui joue à TV et qui est le meilleur, c'est celui dans lequel je suis expert. Normalement, je suis autant expert que ceux qui le décrivent, je dirais. Okay. Je suis bon pour écouter et répéter ce qu'eux disent et faire comme si c'était mes analyses. T'sais. OK, puis si on avait des sports à mettre sur ces noms-là, ça serait le hockey puis le football, si je comprends bien? Oui, mais tu sais, les sports individuels tels que le tennis aussi, je dirais. Le curling, je sais pas pourquoi je pense au curling très rapidement, j'adore. Oui, c'est vrai. Mais il y a un lien, il y a un lien avec la crosse aussi, il y a un manche à balai dans les mains, et l'autre c'est le balai dans les ailes, donc je vois qu'il y a un lien ici. C'est vrai. Donc, merci J'adore aussi le ménage. Oui. Parfait. Merci pour cette entrevue. On a appris un peu plus sur notre nouveau chroniqueur. On va faire une petite pause. Au retour, le pronostic de Francis. Ouh. Salut la gang, ici Jerry Martel de Boutique Sport Marine Anjou, la plus grande boutique de sport nautique à Anjou. Alors, vous aimez le sport, mais vous êtes tanné de l'hiver? Bonne nouvelle, le printemps arrive et qui dit printemps dit Sport Marine Anjou. Alors, ma boutique, on a tout ce qu'il vous faut pour beaucoup de plaisir sur le lac cet été. On a des chaloupes, des kayaks, des bateaux-mouches, des yachts de plaisance. Il ne reste plus que vous, chez nous, pour qu'on vous vende nos produits. Il y a des rabais, venez-vous-en, on vous attend. Et n'oubliez pas notre slogan, chez Sport Marine Anjou, on vous mouille. Ouais! Le retour d'une vieille chronique avec un des vieux de match nul. Francis, de quoi tu veux nous parler au pronostic aujourd'hui? Messieurs, vous savez, je suis un athlète naturel, hein, un peu comme vous, comme tous les chroniqueurs à match nul. Vous le voyez, j'ai mes tapis de yoga dans le coin en arrière. Oui. Mais, tu sais, on est tous des athlètes naturels, les boys, je pense, sauf qu'on est aussi des intellectuels, hein, on va se le dire. Fait que moi, je voulais vous parler de l'aspect scientifique aujourd'hui. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Un petit côté un peu plus scientifique du sport. Parce que dans la vie, il y a des injustices qui sont dues à la science. Okay? Il y a du monde qui sont nés avec des avantages physiques qui font qu'ils vont performer plus, qui vont être plus aptes à devenir des athlètes professionnels puis à faire beaucoup plus de cash que ce que moi, vous, on fait en ce moment. Ouais, c'est vrai ça. Fait que c'est de ça que je veux vous parler. J'ai lu qu'il y avait un petit peuple en Indonésie qui sont capables de respirer fucking longtemps sous l'eau. Oui, Guillaume, je trouve ça drôle que tu parles de ça parce que j'ai étudié leur cas pour ma chronique, mais j'ai choisi de pas en parler parce que c'était trop, je trouvais ça trop random puis c'était pas vraiment sportif, on va dire. Mais je vous ai sorti 4 cas que je trouvais intéressants, d'athlètes qui ont des avantages physiologiques innés à la naissance qui font qu'ils sont au sommet de leur sport respectif, OK? Donc, 3 hommes, une femme, mais j'aurais pu là, en prendre beaucoup plus. Évidemment, vous avez peut-être vos propres exemples. Et je finirai ce pronostic, comme la tradition le veut, sur une question ouverte pour que vous puissiez vous joindre à la discussion. Exactement. Premier cas, OK, vous allez me dire, c'est un des plus obvious, c'est Michael Phelps. Michael Phelps, multiple médaillé olympique, détient encore plusieurs records. Mais je pense qu'il y a le record surtout du physique le plus avantageux pour son sport, la natation. On dirait, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'homme poisson, ce gars-là. Okay? Donc, il y a des trucs un peu là, qu'on a entendus au fur et à mesure de ses performances. T'sais, on sait que ses poumons
sont déjà plus gros que la moyenne. Donc, juste ça, tu es capable d'emmagasiner plus d'oxygène, rester plus longtemps sous l'eau. Mais ce qui fait... Fait que ça fait que tu es meilleur sous l'eau? Mais il est capable de respirer plus longtemps sous l'eau, parce qu'il est capable d'emmagasiner plus d'oxygène. Le poumon, là, c'est un muscle, on n'oublie pas ça, je vous l'ai dit. C'est scientifique tout ça, OK? N'oubliez pas. mais le vrai avantage de Michael Phelps, c'est pas ses poumons, OK? Puis ça, je le savais pas. Michael Phelps, OK, il a des jointures doubles au niveau des mains et au niveau des pieds. Ce qu'il est capable, OK, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de plier davantage ses pieds, de les courber davantage que la moyenne des êtres humains. Fait que quand il donne l'impulsion, donc le coup de pied pour nager, hein, vous savez nager les boys, bon ben ça fait que vu qu'il y a plus d'impulsion, plus de courbes, il est capable de se propulser davantage. Son torse est beaucoup plus large, ses bras sont très très longs, OK, et ses jambes sont plus courtes. En gros, OK, c'est un mutant, OK, c'est ça, c'est littéralement une baleine, un dauphin, OK, pas une baleine, hein, parce qu'une baleine, c'est un peu... un être humain normal, si tu mets tes bras comme ça, d'un bout à l'autre de tes doigts, les extrémités de tes doigts... de se mettre en forme de T, pour ceux qui ne voient pas. Exactement. Ah, c'est vrai, faut pas que j'oublie que nous, on est en vidéo, mais vous êtes auditif. Donc, quand on allonge les deux bras, d'un bout du doigt à l'autre côté, ben, ça fait normalement la taille de la personne. Ben, lui, ses bras sont tellement plus longs que son corps qu'il y a la longueur de quelqu'un qui aurait un demi-mètre de plus grand que lui normalement. Okay? Fait que ça, c'est Michael Phelps. Usain Bolt. Lui, là, mettons que tu l'énerves et qu'il te donne une claque, là, ça doit faire mal, s'il vous plaît. Hein? Ah oui, non, c'est... À part de loin. Ouais, hein? Avec des doubles jointures en plus, imagine. C'est comme double jointure. Clac, clac. Ah. Voilà, je vois que vous pensez déjà à ses performances en UFC. C'est bon, c'est bon. Mon prochain cas, c'était Usain Bolt, OK, qui a un nom qui fit littéralement avec ses performances sportives. Est-ce que c'est son vrai nom? Oui, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom, en effet, en Jamaïque, originaire de la Jamaïque, Usain. Usain, là, c'est particulier parce que contrairement aux autres champions du sprint qu'on est habitué de voir, là, c'est pas un modèle traditionnel. Okay? Les sprinteurs, d'habitude, oui, sont très musclés, mais sont petits, parce que le modèle du sprinter, c'est que tu veux avoir moins de masse à déplacer puis être capable de générer de la puissance pour aller très vite sur une courte distance. Et évidemment, on veut diminuer la résistance de l'air parce que quand tu es en performance olympique, là, chaque seconde compte. Fait que ça paraît bizarre de dire comme ça, mais tu perds des microsecondes avec si tu es plus gros en courant parce que tu bloques l'air et l'air te force à ralentir. Ouais, tu as expérimenté ça, toi, Guillaume, c'est ça? Tu confirmes? Usain Bolt, contrairement au sprinter typique que je vous ai décrit, lui, il est très grand puis il est plus musclé. Donc, on se dit, bien évidemment, il est plus lourd, ça devrait le ralentir. Le problème, là, ben, pas le problème, mais l'avantage de Usain, c'est que ses muscles et les protéines que ces muscles génèrent, les scientifiques ont étudié son cas et ont remarqué qu'ils sont capables de produire tellement plus d'énergie pour le corps qu'un autre être humain là, qui performe à ce niveau-là, que malgré son poids supérieur, il est capable de non seulement combler la résistance à laquelle il fait face vu qu'il est plus lourd, mais aller encore plus vite. Puis ce qui est particulier du sprint, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, l'avantage d'un sprinter, c'est pas celui qui fait le plus de pas rapidement. Okay? C'est pas ça l'idée. Donc le but, c'est pas de bouger tes jambes le plus vite possible. Le but, c'est vraiment d'être capable de pousser le plus fort possible sur le sol, donc de te donner des impulsions pour te propulser. C'est ça qui fait que... donc le meilleur sprinter, c'est pas celui qui bouge ses pieds le plus vite, c'est celui qui pousse le plus fort sur le sol. Puis ils ont remarqué qu'avec ses muscles, Usain Bolt, normalement, contrairement aux autres sprinters qui sont capables de donner une force d'impulsion sur le sol d'environ 2 fois leur poids, Usain Bolt, il donne une force d'impulsion sur le sol d'environ 5 fois son poids. Okay? Donc, il y a tellement une masse musculaire là, imposante et puissante. C'est comme la combinaison parfaite là, entre, justement... puis en plus de ça, il est plus grand, fait que ses enjambées sont un peu plus longues que espacées que celles de ses adversaires. Fait qu'il est capable d'avoir une accélération supérieure puis de maintenir sa vitesse de pointe plus longtemps. Avantage Usain. Ouais, mais tu sais, c'est comme, mettons, genre, Usain Bolt, c'était comme un avion qui vole dans les airs. C'est très, très lourd, mais ça a réussi à voler quand même, comparé à un oiseau. Là. C'est un bon exemple, Guillaume. On pourrait l'appeler Air. Ça sera son nouveau surnom. Fait que ça, c'est pour le cas de notre ami Bolt. Un autre cas,
Monsieur Michael Jordan. Ouh. Vite de même, là, vous qui êtes des amateurs de sport, c'est quoi vous pensez de son avantage physique à Michael? Il y a des souliers, ils sont faits pour lui. Il était pas reconnu pour sauter très longtemps dans les airs aussi, Ouais, c'est son impulsion, Jordan, là, son Air Jordan. Si je me fie au avez, documentaire que j'ai du haut vu de la sur bouteille. Netflix, en situation de fin de match, il est capable d'étirer son bras vraiment longtemps quand il y a des monstres sont accrochés après lui là, pour faire un jump. Ouais. là. Donc, le célèbre documentaire Space Jam. Effectivement, ben, c'est sûr que Michael Jordan, c'est un cas à part lui aussi, là, comme les deux autres qu'on vient de discuter. Là, il y a plusieurs avantages physiques, dont ceux que vous avez nommés. Mais un des avantages physiques qui a fait sa dominance pendant des années, là, c'est la taille de ses mains. Okay? Pour vous donner une idée, Michael Jordan, là, il est environ à 6 pieds 6, sa taille. Okay? L'amplitude puis la longueur de ses mains est l'équivalente à celle d'un joueur de 7 pieds de haut. Okay? Donc, la proportion de ses mains par rapport au reste de son corps est immense, fait que ça lui donne un avantage en contrôle de balle, évidemment, là, sur ses adversaires. Puis là, on ne parlera pas de ses qualités athlétiques, là, sa vitesse, son désir de compétition, etc. Évidemment, c'est pas juste ses mains qui font de lui le champion qu'on connaît, mais c'est un de ses avantages. Le dernier cas que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Serena Williams au tennis. Donc, Serena qui domine encore aujourd'hui, qui a été au top mondial pendant des années de la WPA. Elle est reconnue par sa physionomie là, qui est vraiment impressionnante. Là. On sait que c'est une machine au niveau de sa force. Puis ça l'a soulevé plusieurs... je dirais pas critiques, mais il y a eu des petites tempêtes dans un verre d'eau là, quand même, où est-ce qu'il y avait des gens, littéralement, qui se disaient Serena Williams, elle a un avantage injuste dans la compétition parce que son corps est tellement musclé, elle a la musculature qui est équivalente elle est plus musclée que certains hommes. Et donc, il y a même des gens qui disaient elle devrait pas faire partie de la compétition avec les femmes, puis vous connaissez un peu la physionomie des joueurs de tennis, tant les hommes que les femmes, c'est des gens souvent qui vont être très longilignes, très grands, ils vont avoir musculature au niveau des jambes, mais c'est pas des gens qui sont costauds, là, on va dire. Il y en a même qui se demandaient si c'était un homme aussi, des fois. Ouais, il y a eu. Fait que vous voyez à quel point, là, je veux pas rentrer dans les débats de société, les débats politiques, mais il y a vraiment une forme de sexisme de société là-dedans. Où est-ce que, encore une fois, on va regarder l'apparence physique de la femme avant de regarder ses capacités cognitives. Et puis, il y a eu un sondage qui a été fait par rapport à ça parmi les joueuses de la WPA, pour aller leur demander, en gros, c'est quoi la plus grande qualité de Serena Williams selon vous? Puis, il y avait plusieurs choix de réponse, puis le choix qui est revenu plusieurs fois, c'est pas sa force physique, c'est pas sa musculature, c'est son intelligence sur le court. Fait que on oublie, là, c'est souvent ça quand... Puis là, encore là, on est 4 gars blancs, hein, les boss. J'aimerais rappeler qu'on est 4 hommes blancs hétérosexuels autour de la table. Hein. Il manque un petit peu de diversité dans la machine. C'est pas vrai, je vous taquine. C'est pas ça le but de la discussion, je sais, mais je trouvais ça important quand même de soulever ces points-là. Donc, Serena Williams, sa force physique, c'est un avantage inné, mais je pense que l'intelligence, le tennis, c'est quand même un sport très stratégique. Donc, finalement, je ne voulais pas vous parler de sa musculature, je voulais vous parler de son cerveau. Et voilà, c'est son avantage. D'accord. Là, je sais que vous avez plein d'autres cas comme ça qui vous viennent en tête. Mais vous, messieurs, vous, les athlètes que vous êtes, c'est ça que je voulais savoir. Si vous aviez un seul avantage physique, physiologique, inné à avoir à la naissance là, qui vous permettrait de performer, ça serait lequel? Je veux avoir vos réponses là-dessus. J'ai le mien en tête. Je ne sais pas si vous voulez vous jeter là, ou si vous voulez que je nomme quelqu'un pour commencer, là, mais je suis curieux de vous entendre là-dessus. C'est une méchante bonne question, ça, pour vrai. Est-ce que vous voulez que je commence avec moi ou Guillaume? Je sais que tu dois en avoir. Vite de même, mettons, sans niaiser, je dirais le cardio. Parce que... Donc des poumons supérieurs à la moyenne là, qui te permettraient d'avoir un bon cardio. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu t'essouffles moins, donc tu peux performer plus longtemps à un certain niveau. Parce que c'est souvent ça le problème des fois de certaines personnes. Là, que t'es peut-être bon, mais quand, mettons, on va dire, ok, tu joues 15 secondes à ton max, puis après ça, t'es plus capable parce que t'as plus de souffle. Là, si t'es capable d'avoir un gros truc, c'est ça. Il y a des sports qui ne nécessitent pas le cardio, mais toi, ça serait-tu un avantage pour un particulier, mettons... c'est sûr pour la pétanque, si je me mettrais là-dessus puis je gagnerais, je pèterais la ligue. Là. Clairement.
Intéressant. Moi, les gars, je sais pas si tout le monde est au courant, mais je suis un enfant prématuré. Hein. Moi, un gros mois complet, trop pressé de voir le monde. Et je pense que ma force biologique, c'est ma résilience, je pense. Là. J'ai brisé le pronostic, j'aurais pas dû survivre en incubateur de la naissance. Puis je pense que ça m'a suivi toute ma vie. Là, moi, le fait de ne pas abandonner, se tenir debout, toujours voir l'espoir dans tout ce qui reste, je pense que c'est ça mon avantage. Moi. Mais c'est pas un avantage physiologique. Ça, tu parles de quelque chose que toi, t'as. Plutôt, s'il y avait un avantage physiologique là, que tu pourrais avoir. Ok, fait que Serena Williams, on peut parler de son cerveau, mais moi, on peut pas ma faire penser qui tue depuis toujours. Non, mais la question, c'est quel avantage t'as pas? Ah, quel j'ai pas? Quel j'ai pas? Ben, toutes les autres. Tout ce que j'ai, c'est la résilience. Ok, parfait. Ben moi, je dirais la force. Tu sais, oui, je le sais que ça peut se développer, là, mais j'ai pas le... Tu sais, à 5 pieds 8, mettons, je serais pas l'archétype de joueur, mettons, de baseball qui va performer. Le center, pivot. Ouais, mettons. Ouais. Fait que la force physique, là. Ouais. La force pure, là, comme certains là, qui sont des brutes, là, possèdent dans tous les sports. En fait, là, tout sport confondu, être puissant physiquement, ça aide. Non, ceux qui s'amusent à lever des grosses boules de béton au fur et à mesure, là, jusqu'à temps qu'il y en a une qui sont pas capables de lever. Les hommes forts, c'est ça qu'on parle? Ça, je dis, ouais. Nice. Ok, ben écoute, c'est tous des trucs intéressants, sauf Laurent. Mais je vais finir avec le mien. Moi, en fait, bon, vous savez, dans la vie, je suis myope, je porte des verres de contact ou des lunettes depuis quand même très jeune. Puis il y a un sport que je pratique pas, mais que j'aimerais vraiment performer à un haut niveau puis gagner ma vie avec ça, c'est le tir à l'arc. Et donc, tu sais, si je pouvais avoir un avantage, là, genre, tu sais, il y a des gens là, qui ont une vision incroyable. Tu sais, si je pouvais avoir un œil de lynx, là, le visu, la vision à longue distance, là, ça serait vraiment, là, tu sais... tandis que là, en ce moment... à genre 180 degrés que nous, là. Ça va en arrière quasiment. Ben, c'est fou, là. Ben, l'œil du faucon aussi, moi, je me sens plus comme une taupe. Pour être franc, là, quand j'ai pas mes lunettes, là, c'est... Puis une taupe, je sais pas pour vous, mais ça sonne pas comme athlète dans ma tête. Fait que... ben, voilà. Je sais pas si c'est nager dans la terre, je pense qu'une taupe, ça serait bon, là. Ouais, je gagnerais des compétitions pour creuser. Puis... Enfin, c'était ma chronique, le pronostic. Ouais, parfait. Merci Francis pour cette belle chronique. On va faire une petite pause et au retour, Laurent, il y a un super sujet pour nous. Hein? Tu vas voir, c'est un solide 5 sur 7. Hey, tu cherches un endroit tranquille et romantique pour faire la grande demande à ta dulcinée? Ben viens pas ici. Ici, à la Scrap à Tony, on prend tous vos vieux bâtons d'hockey pétés pis tous vos gogos de sport scrap pis on fait des rideaux avec ça. Si t'aurais le projet de faire une man cave pis tu cherches des petits trucs pour que ça fasse décrisse version sport, ben dis à ta designer de 28 ans que c'était ici que tu vas trouver toutes les shit que t'as besoin. La Scrap à Tony, on pollue votre marre depuis 5 générations. Je vous rappelle que si jamais vous voulez qu'on fasse une pub pour vous, qu'on annonce la fête de quelqu'un, vous niaisez un de vos collègues, vous avez envie qu'on fasse une niaiserie ou un stunt, whatever, n'importe quelle idée de folle vous avez, dites-le nous à lematchnul@gmail.com et vous pourrez vous retrouver dans notre podcast. Wow! Merci! Là, excuse-moi, je m'en allais dire merci, mais dans le fond, Laurent, t'as pas encore fait ta chronique. Vas-y. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Ah, les gars, je sais pas de quoi je vous parle, en fait, là, de plein de choses, parce que moi, j'étais nostalgique cette semaine. J'étais nostalgique parce que j'ai réalisé que si on compte mes 7 années de cégep infructueux, cette année, c'est la première année où je suis pas retourné à l'école. Oh! Quand même! Fait que au début, j'étais content, je me sentais accompli. Après ça, j'ai réalisé qu'on était en pandémie puis que j'étais pris chez moi. Fait que là, ce que j'ai fait, comme tout homme avec beaucoup trop de temps libre, tu sais, j'ai regardé le hockey, tu sais. Ah ben oui! Puis là, j'ai écouté le Lightning. Ah, il était beau, le Lightning. Il était beau, mais il était temps qu'il gagne aussi. Oui. Parce que moi, s'il y avait une affaire que j'haïs dans la vie, c'est haïr une équipe qui n'est pas capable de gagner les grands honneurs. Ça fait... Tu sais, t'es haïs, mais ils sont juste pas assez bons pour te prouver que tu as le droit. C'est vrai que ça... Là, je regardais. Les Capitals, ça a été ça longtemps, hein?
Je sais, je retenais ça en dedans de moi, ma haine pour les Capitals jusqu'à temps qu'ils gagnent. Puis là, quand j'ai vu Ovechkin se baigner dans la piscine, puis tout, puis dans la fontaine, je l'haïssais. Puis là, je regardais le Lightning, je regardais le Steven Stamkos, le petit capitaine. Hey, Steven Stamkos dans les séries, là, c'est une période, un tir, un but. Après, rien. Il disparaît. Il ghost le Lightning plus vite qu'une fille trop belle pour moi sur Tinder qui me répond pas. Là, on le revoit quand, Steven, en uniforme avec un peu d'eau dans les cheveux, faire comme s'il avait travaillé à lever la coupe avec son petit air baveux. Puis là, je repensais à l'école. Puis là, je repensais à tous les ticounes, tu sais, qui viennent dans une rencontre d'équipe puis qui se disent « Ah ouais, on va faire ça. On va parler d'Émile Nelligan. On va faire un PowerPoint. » Puis après ça, tu les vois plus. Ils t'aident plus. Puis là, quand tu fais ta présentation puis tout, tu reçois une bonne note. Qui tu vois? Le petit fendant qui est là pour ramasser sa bonne note. Steven Stamkos, c'est un voleur de bonnes notes. De ma note. Ce gars-là, il ne méritait pas sa coupe Stanley. Oh! Sais-tu qui d'autre qui ne mérite pas sa coupe Stanley? Non, qui? Toutes les équipes qui ont gagné la coupe quand il y avait juste 6 équipes. Oh! Oh! OK! What? OK! Sauf le Canadien, parce qu'eux ont des légendes, puis ils transportaient des messages d'espoir et tout. Eux les méritaient. Mais est-ce que ceux qui méritaient le moins, c'était bien sûr les Maple Leafs. Ah ben oui. Est-ce qu'on se souvient, c'est quand leur dernière coupe, les gars, à brûle pour point? 1967. 66-67, exactement. C'était leur dernière coupe et je vais dire qu'ils la méritaient pas. Cette année-là, les Maple Leafs ont fini 3e dans la ligue, derrière les Blackhawks et les Canadiens. Ils ont fini 3e sur 6. T'es presque dans la partie pas bonne de la ligue. Ils ont fini avec un différentiel de -7. Puis là, tu rentres dans une série, oups, tu rencontres les Blackhawks. T'es bas, ça se peut. Là, tu te pognes contre les Canadiens. Puis là, eux, ce qu'ils ont fait, ils les ont privés d'une coupe. Une vraie équipe humble. Une vraie équipe qui le mérite. Puis là, à ce jour, on dirait que les Canadiens ont gagné 25 Coupes Stanley au lieu de 24. T'imagines-tu? Nous, ça fait combien de temps? Ça fait 27 ans, nous autres, qu'on dit qu'on a gagné 24 coupes. Quel mauvais chiffre! À 1 d'être à 25. C'est vrai, ça. Celle-là, celle de 66-67. Moi, la fois je voudrais savoir, c'est combien de fois le Canadien était 3e et ont gagné la Coupe Stanley? Non, là, tu retiens pas la bonne chose dans ma chronique. Moi, quand je pense à ça, je pense juste à des hypocrites. Les Maple Leafs, c'est des hypocrites. Puis en parlant d'hypocrites, ça me rappelle une anecdote du secondaire que vous allez clairement vous rappeler, Oh Guillaume yes. Francis. Oh, OK. Oh yes. Est-ce que vous vous rappelez du grand tournoi de génie en herbe de secondaire 3? Non. Hein? Je me rappelle pas de ça. Quoi? Non, vous vous en rappelez, les gars. On était en finale du tournoi. Puis là, notre capitaine, une vraie légende, le genre de gars qui sait tout, surtout du sport au français, en passant par les maths puis par l'histoire complète du peuple ottoman. Le gars qui sait tout. Il sait tout. Puis là, il reste 2 questions. L'autre équipe le rate. Droit de réplique au capitaine. Puis là, lui, il répond « Pour la coupe! » Mauvaise réponse. Il se trompe. Il se lève d'un bond. Il va voir l'autre capitaine de l'autre équipe. Puis il donne un coup de tête dans le chest. Boum! L'autre équipe égalise. Et là, notre capitaine est expulsé et ne peut pas répondre aux questions de tir de barrage. Est-ce que ça vous rappelle une anecdote de l'été 2006, ça, les gars? Oui. Quand la légende, Monsieur Double Z, Zinedine Zidane, a donné un coup de tête au capitaine, c'était pas le capitaine, mais à un joueur italien, drette dans la tête, drette dans le chest, et il a été éliminé. Il a été expulsé et il n'a pas pu faire les tirs de barrage de son équipe. Coup de boule. Des joueurs hypocrites comme ça marque une génération. Ça l'a marqué la France, l'Italie et mon tournoi de génie en herbe. C'est vrai, maintenant je m'en souviens, Laurent. Tu t'en souviens de cette anecdote? Tu vas sûrement te rappeler aussi, parce que là, parlant de génie, est-ce que vous vous rappelez du petit génie là, à l'école? Là, j'ai oublié son nom. C'était un prodige. Tu sais, il y a 8 ans, il parle 4 langues. Il connaît les chiffres romains, tout.
C'était moi, ça. Ah non, l'autre, ok, l'autre, excuse. Ouais, L'autre. Pour win. Le petit name drop rapide. Le petit name drop, il n'y a personne qui connaît, mais c'est correct, let's go. Ça m'a fait penser, tu sais, il y a des prodiges dans tout. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'un prodige de la NFL. Oh! La saison 2001, parce que vous savez, moi, on l'a vu à l'intro, le football, je connais ça, surtout les Alouettes. Oui. La saison 2001 de la NFL, on s'en souvient, on était là à New England. Oh, yeah. En 2000, les Patriots ont fini 5e. Correct, belle performance, correct, on s'attend à rien de plus de d'autres l'année d'après. Mais là, à la deuxième game de 2001, leur corps vedette, Drew Bledsoe. Est-ce qu'on rappelle? Oui. Est-ce qu'on se rappelle de Bledsoe? On s'en rappelle à Et cause knock-out. de l'autre. Il est knock-out. KO. Là, on demande à un jeune homme de step up. On lui dit, tu peux-tu le faire? Lui, il répond avec un charisme incroyable qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et il amène les Patriots à une fiche de 11-5. Et ils finissent par battre les Rams en finale. Les Rams qu'on appelait comment, les gars, à l'époque? De Los Angeles. De Saint-Louis! On les appelait The Greatest Show on Turf. Ah, ouais, c'est sûr. Close enough. Ok. Mais là, ça a pris une légende pour battre un show. Et c'est là que Tom Brady est né. Tom Brady, c'est l'équivalent du petit génie de l'école. Le gars de 8 ans qui se ramasse à l'université et qui invente les mathématiques quantiques. C'est ça que je voulais en venir dans ça. Puis là, la légende Brady est née. Puis c'est beau, les légendes. C'est important, les légendes. Ouais. Mais elles sont pas toutes bonnes. Elles sont pas toutes bonnes. Tu sais, comme quand au secondaire, là, quand tu te promènes puis t'idolâtres les gens. Là. Moi, je sais que Francis, il passait son temps à idolâtrer tout le monde. Là. Il croisait le monde dans les corridors puis il dit « J'aimerais ça être comme lui. J'aimerais ça être comme lui. » C'est vrai. Mais c'est drôle, les légendes, comment des fois, ils grandissent mal. Moi, quand j'étais jeune, il y avait une légende pour moi qui s'appelait José Théodore. Là, il s'en va avec ça. J'ai fait une recherche, OK, du pire Connie Smythe, pas Connie Smythe, du pire Trophy Art de l'histoire de la NHL. Et sur tous les blogs et tous les articles que j'ai trouvés, il disait que le pire Trophy Art remis à un joueur de la Ligue, c'était José Théodore en 2002. Pourquoi? Parce que lui et M. Jérôme Eginla avaient eu le même nombre de votes. Les deux en avaient eu, je sais pas, j'ai pas le chiffre combien ils en ont eu, mais ils en ont eu égal. Sauf que José Théodore en avait eu plus de première place. Fait que c'est lui qui a gagné le Hart cette année-là. Puis Jérôme, lui, cette année-là, c'est lui qui met la Ligue dans les buts et dans les points. Ça, c'est juste arrivé 12 fois dans l'histoire de la Ligue que le meilleur marqueur ait le même nombre, ait le plus de points aussi. Et c'est arrivé juste par 6 gars. Et là, lui, il n'a pas gagné le Trophy Hart. Et à ce jour, les gens trouvent que c'est le pire reconnaissance art de l'histoire. Notre héros national, José Théodore. Comme quoi, dans la vie, t'as beau être... Je sais pas où je m'en allais avec cette blague-là, mais je voulais juste dire que on se rappelle de Satsuk, mais on se rappelle pas d'Eginla qui gagne le Hart, mais il était sur le NHL 2003. Oui. Oui. Eginla, C'est vrai, ben qui est reconnu, lui, comme un des bons NHL. Ouais. Ah, oui. C'est sûrement un des préférés de Guillaume qui doit jouer. Quand tu t'en vas chez eux, il dit « Tu veux jouer à NHL 2020 ou tu veux jouer au 2003? » C'est comme ça quand tu t'en vas chez Guillaume. Puis là, il va te battre avec une équipe pas bonne quand tu prends les All-Stars. Close enough, mais c'est 2004 que j'ai chez nous avec Danny Clay. Avec les Ah! Thrashers. un autre légende. Un autre légende. Bon, où c'est que je voulais m'en aller? Ah ouais, c'est ça la question. Est-ce que tu veux dire que Price n'a pas eu de art? Je dis ça, je dis rien. Là. Continue. Non, mais il reste du temps. Il reste beaucoup de temps. Overall, les gars, là, ce que je voulais dire, là, c'est que j'étais nostalgique de sport cette année. J'étais nostalgique d'école. Puis je veux dire que c'est des bonnes années, l'école. Puis le sport aussi. Puis quand on est dedans, il faut en profiter parce que là, ça fait mal ce qu'on vit. Puis je suis content d'enfin avoir eu un diplôme. Puis je suis content qu'il n'y ait pas d'astérix dessus, comme tous les championnats qui vont se gagner cette année, parce que personne mérite leur titre cette année. OK. Ah ben merci Laurent pour cette première chronique d'une longue série, on l'espère.
Et là, je sais que la plupart d'entre vous attendent juste ce segment de l'émission, même si ça fait seulement une fois qu'on le fait. Donc, on va y aller tout de suite. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado... ils vont aussi faire série. OK, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'Alouette, ni d'Impact, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est live! Oh, aujourd'hui, pas le temps de niaiser, repêcher des Québécois avec le Canadien, oui ou non? Qu'est-ce que t'en penses, Francis? Hey, c'est incroyable comment on vit une honte. Et le micro coupe juste au bon moment pour Francis parce qu'on va lui dire que c'est une honte qu'il repêche des Québécois tout le temps parce que sincèrement, je crois que c'est... Puis je pense que c'est l'opinion que Francis allait nous raconter, là. Mais je pense que à talent égal, on est mieux de choisir le gars de l'Ouest. Plus fort, plus rugueux, on pourrait dire aussi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Francis? Hey, tu me niaises, là, Guillaume, là. C'est pas toi, je te reconnais pas. Je te reconnais pas. On n'a pas repêché en première ronde depuis... Nomme-le. Raphaël Harvey-Pinard. Non. Leblanc. Non, tu vois, depuis Louis Leblanc. C'était quelle année, Louis Leblanc? Ah, le centenaire. 2009. Ça année? Fait plus qu'une décennie qu'on n'a pas repêché de Québécois en première. L'équipe qui est supposée donner la chance et faire voir les Québécois à travers le monde. C'est incroyable. Écoutez, mes larmes qui coulent en ce moment, là, vous les voyez pas, parce qu'ils percent l'écran tellement je suis en colère. En tout cas, je veux pas prendre tout le micro, là. Donnez votre opinion. Ben ouais. Non, vas-y. Un gros défenseur, là, de l'Ouest, là, tu sais, qui sait jouer au hockey, qui a le IQ et qui voit bien, là. Tu sais, je sais qu'il parle pas français, mais ça s'apprend le français. Voyons donc, là. Moi, là... j'ai ri. Moi, je tiens à dire qu'on a dit que le Canadien, cette année, avait peut-être réalisé le vol du repêchage avec John Mysak en 48e. Je tiens à dire que le Canadien a réalisé le vol du repêchage en volant notre culture. Oh my God! Tu voles notre langue, tu voles notre identité. Notre fierté. Puis en plus, Domi, il l'a dit, avec le Canadien, il y a un manque de communication. Mais si tu t'arranges pour que tout le monde parle français, il n'y en a plus de problème de communication. Non, ça c'est parce que leur Zoom vaut pas de la merde. C'est pour ça le problème de communication. Mais les boys, je vais vous ramener sur le droit chemin, là. C'est pas les Québécois de Montréal, c'est les Canadiens de Montréal, hein? Faut pas oublier, là. C'est vrai. Non, mais rendu là, tu prends le meilleur joueur disponible, que ce soit Québécois ou non. On s'entend là-dessus, mais c'est pas ça que... Je veux pas dire on prend un Québécois avant un meilleur joueur. Le problème, là, c'est... Je vais vous parler de Louis Leblanc, OK? Parce que Louis Leblanc, en ce moment, est utilisé par beaucoup de commentateurs pour justifier le fait qu'on ne repêche pas de Québécois. En disant, le Canadien, il a repêché Leblanc, même s'il savait que c'était pas le meilleur joueur disponible, juste pour faire plaisir à la foule à Montréal. Ils se sont brûlés. Leblanc, c'est un flop. Puis là, maintenant... Ils sont pas trop chauds à l'idée de se donner pour repêcher des Québécois. Mais oui, mais ils ont repêché David Fisher aussi en première ronde, qui vient des collèges américains. Puis Chris, il arrête-tu de repêcher des collèges américains parce que Fisher, c'est un flop puis il a jamais sorti d'école secondaire? Michael non. McCarron. C'est quoi cette histoire-là? Trevor Timmins a pleuré en entrevue cette semaine en disant qu'il se sentait insulté qu'on lui reproche de ne pas repêcher des Québécois parce que sa femme s'appelle Poirier. C'est pas ça la question, Trevor. La question, c'est pas ta femme. La question, c'est l'équipe de hockey pour laquelle je paye 200$ par billet. Elle a-tu des personnes à qui je peux m'identifier puis qui lui permettent de gagner? Si je gagne, je te ferai pas chier. Mais si je perds, je m'en fous que ta femme s'appelle Poirier. Donne-moi du monde à qui m'identifier puis avec qui être fier. Ben, je trouve un peu dur. Sa femme s'appelle quand même Poirier, là. Je veux dire, je crois que... Il y a une petite... il aime les Québécois. Il a fait son effort. Ben oui, il a fait son effort, là. Vous êtes vraiment les pires avocats du diable, les boys, là. C'est... Oh my God. Ah! Mais, tu sais, en même temps, je veux dire, tu sais, quand tu regardes les personnes qui ont été repêchées au premier rang, comme, mettons, Neil Yakupov, il a été le premier first overall. Puis, tu sais, tu veux pas dire que c'était pas un Québécois, mais ça marche quand même, là, tu sais, je veux dire. Est-ce que la science est précise? Les flops sont dans toutes les langues, comme on pourrait dire. Hein? Tout à fait. Toutes les équipes, là, en ce moment, ils repêchent des Québécois, sauf nous. Ah, toutes les ben, équipes? Toutes, non. Je sais
sais pas, Toutes, moi. non. J'ai l'impression que t'es un petit peu trop soupe au lait, là. Je crois que t'es trop souverainiste, Francis, pour être éclairé face à cette décision. Malheureusement, c'était tout pour les Canadiens en 5 minutes. Ben oui, c'est déjà fini. Alors, à moins qu'on se rende en prolongation, je sais pas, on verra. Vous en voulez encore? Joue au hockey comme dans le temps. Match nul vous écoute. C'est pas niaiser, non? Le Canadien en 5 minutes s'en va en prolongation. Attachez vos tucs, cette fois, c'est pas des farces. Ben oui, le Canadien en 5 minutes s'en va en prolongation. C'est pas des farces. Parce que là, les boys, ben beau jaser des chiffres pis ces affaires-là. Il faut amener les faits. Parce que, tu sais, j'ai senti que Francis était un peu dans les... comment je pourrais dire? L'émotion. Et là, on va amener les faits. Les faits. Alors, les boys, je sais pas si vous avez remarqué le dernier repêchage. Ouais. Alors, vous avez dû remarquer aussi que le Canadien n'a repêché aucun Québécois durant tout le dit repêchage. Aucun. Oui. Aucun Québécois. Aucun. Et là, moi, en tant que bon journaliste non officiel, j'ai fait mes recherches quand, mettons, j'ai dit les 10 dernières années. En fait, la vraie raison, c'est que j'étais censé faire une autre chronique sur un autre sujet totalement cette semaine, mais en regardant le repêchage, j'ai vu une statistique de M. Renaud Lavoie qui m'a trigger. Oh, damn! J'ai demandé aux statisticiens de faire la fiche des Québécois qui avaient été repêchés dans la Ligue nationale de hockey depuis Louis Leblanc. Et là, je regardais ça, puis là, je voyais que le Canadien avait repêché le plus à 8, et là, le Sénateur qui était aussi 8e, puis après ça, il y avait d'autres équipes à 7-7. Là, je regardais ça, j'étais, me semble que c'est pas vrai, parce que j'avais fait cette recherche-là un peu plus tôt pour une chronique que j'avais fait l'an passé sur le repêchage, et je savais qu'il n'avait pas tant repêché que ça. Alors, j'ai fait mes propres recherches, les boys, et j'ai recensé dans les 10 dernières années, c'est-à-dire de 2011 à 2020, les Québécois qui ont été repêchés dans la Ligue nationale au complet. Ouh, hein? Des grosses recherches. J'ai recherché au complet, OK? Sors-nous ça. Pour donner une idée, OK? Par exemple, le Canadien en a repêché 8. Donc, la statistique était bonne. La différence, c'est qu'Ottawa en a repêché 10. Je sais, hein? Mais c'est pas juste ça que j'ai découvert. J'ai découvert des terribles vérités qui n'ont pas encore été parlées. OK, regardez bien ça. Là, on a beaucoup parlé de dire que le Canadien repêche juste en 5e ronde leur Québécois. Right? Ouais. Comme c'est une habitude. Le throw in pick. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris le temps de voir à chaque endroit où est-ce que les Québécois se faisaient repêcher. Fait que, par exemple, je vais prendre par exemple Anaheim. Ils ont repêché 6 Québécois depuis 2011. Ils en ont repêché un en première, 3 en deuxième ronde, un en quatrième et un en cinquième. Ça veut dire qu'ils repêchent à peu près aux 2,6 rondes. Tu comprends? C'est à peu près la logique que je me suis faite. Et là, je regarde ça, j'ai fait la moyenne pour toutes les équipes. Bon, il y a certaines équipes qui, eux, ils sont vraiment anti-québécois, comme Seattle. Ils ont repêché aucun Québécois. C'est pour ça que je les aime déjà. Le racisme dans le sport, mesdames et messieurs. Mais sinon sans farce, Buffalo, Los Angeles et Winnipeg, ils n'en ont repêché aucun non plus. Donc, c'est ça. Et Washington n'avait repêché aucun jusqu'à ce qu'ils en repêchent un en première ronde cette année. Donc, GG, félicitations. Las Vegas, ils en ont repêché un aussi en 6e ronde, il y a 2 ans, mais ça fait 3 ans qu'ils sont là, fait qu'on va être un peu plus indulgent envers eux. Mais bref, j'ai fait le tour de toutes les équipes pour me rendre compte que, oui, les Canadiens ont repêché quand même dans le top de plus de Québécois, mais quand ils vont les chercher, leur moyenne, c'est en 5e ronde. Et les boys, puis c'est vraiment 5e ronde parce qu'on a un choix de 2, un choix en 4. Le 2, c'était Zachary Foucalis, on en a parlé dans les médias. 3 choix de 5, 2 choix de 6 et 1 choix de 7. Et là, c'est que c'est la statistique qui fait mal, les boys, parce que si tu regardes la moyenne de toutes les autres équipes, il y a juste une autre équipe qui fait pire que nous. Et c'est Vegas qui en a repêché un en 6e ronde. Le reste, ils ont tous repêché et ont une moyenne qui repêche avant. Fait que si tu nommes une équipe au hasard, par exemple, je sais pas moi, les Blue Jackets de Columbus, eux, ils ont repêché un en première ronde, 4e et 7e ronde. Donc, en moyenne, ils repêchent autour de la 4e ronde. Là, je sais que ça veut dire n'importe quoi, ces chiffres-là, parce que c'est juste de la niaiserie. Fait que là, on va amener des faits, on va aller pousser les faits un peu plus loin. Parce qu'on se dit, c'est beau repêcher un joueur, mais ça veut pas dire qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Hein? On est d'accord avec ça? Alors, fait que là, moi, je dis, je vais aller plus vite que vous, les boys. Sur les 136 Québécois repêchés depuis 10 ans, il y en a 38 seulement qui ont joué au moins un match en Ligue nationale. Et combien de ces 38-là ont joué pour le Canadien? 2. 3.
3. En fait, la bonne réponse, je veux dire, qui ont été repêchés et joués par le Canadien. Vous dites 3? Ouais, moi, j'allais dire 2, genre. 2. La bonne réponse, c'est 1. Et c'est notre mal-aimé, Charles Hudon. Oui, Charles Mais Hudon. ça, c'est quelles années, Guillaume? C'est quoi le... Peux-tu répéter les années de ses études De scientifiques? 2011 à 2020. OK. Donc, c'est les années récentes. Bref, c'est les années du règne Bergevin. Si ça peut être plus clair, sauf 2011, parce que 2011, il n'était pas là. Et en gros, c'est ça. Fait que lui, il a repêché en tout, vite comme ça, 7 Québécois. Fait que c'est quand même pas tant que ça. Alors, il y a aussi l'autre affaire aussi, c'est que les Québécois qu'on repêche, mais il y en a qu'on n'a jamais signé, comme par exemple Samuel Hull, qu'on a repêché en 2018. Lui, on l'a jamais signé avec les Canadiens. On l'a juste repêché, mais on l'a jamais signé. Puis en ce moment, il joue dans la Ligue régionale de hockey. C'est le fun, ça, hein? C'est le fun, hein? Donc, je sais pas pour vous, les boys, si vous avez des questions par rapport à ça. Par exemple, mettons, vous me dites, moi, je serais trié de savoir les New Jersey Devils, comment ça ressemble à leur repêchage québécois. Ou vos opinions vraies, parce que maintenant, tantôt, on a saucé un peu, mais là, repêcher les Québécois. Tu parles d'équipe en... Non, tu parles d'équipe en particulier. Là. La première équipe qui me vient en tête, c'est le Lightning de Tampa Bay. Ouais, mais eux, ils en ont repêché 5 en tout. La différence aussi, c'est que le Lightning vont les signer, eux. Ils vont plus signer les joueurs autonomes comme ça. C'est ça. Puis, quand tu regardes ça, eux, ils ont à peu près, ils l'ont repêché en 3,4e ronde. Ça se dit pas bien, mais en tout cas, bref. Donc, ils ont repêché première ronde, deuxième ronde, 2 quatrième ronde et 1 sixième ronde. Fait que moi, de ce que je vois, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils prennent pas confiance envers la Ligue junior majeure du Québec. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Des fois, il y a peut-être juste une question de timing aussi. Oui, je le sais qu'on veut juger puis que on dit on ne paye pas de Québécois, on ne paye pas de Québécois, mais tu sais, des fois, tu arrives à un moment puis tu as vraiment eu un flash sur tel joueur, le joueur est encore là. Tu vas-tu te priver de le prendre juste parce que tu veux prendre un Québécois? Sauf que ça se répète. Je comprends, là. Ouais, c'est ça. C'est quand c'est sur 9 ans. Oui, à talent égal, tu devrais prendre le Québécois. Ben, c'est ça, je prends comme exemple Yann Maisak, qu'on a repêché 48e, qui était classé 25e, que certains voyaient sortir en première ronde. Puis même moi, je me disais, si on peut prendre Jérémy Poirier, ben pourquoi pas? On l'a pas pris, on a pris Yann Maisak. Bon, OK, ce coup, j'étais un peu en crise. Après ça, quand j'ai vu qu'il était sorti 78e, ben là, je me dis, OK, putain, finalement, ils ont peut-être bien fait de ne pas le prendre. T'sais. Ou on aurait pu garder notre troisième choix. Hey, Francis, veux-tu te fâcher? Veux-tu te fâcher, Francis? Ça a créé la colère dans la dernière fois. C'est que en 7e ronde cette année, les Canadiens ont décidé de ne pas repêcher. Ils ont échangé leur choix aux Blackhawks de Chicago. Et devine qu'est-ce qu'ils ont repêché, les Blackhawks? Un Québécois. Oh oui! Ah, mais rendu là, il va-tu jouer dans la ligue? Non, mais c'est pas ça le principe. Là, c'est là. Ben non, mais rendu là, tant qu'à repêcher un Québécois puis qu'on fasse bravo. Si on les repêche en premier puis qu'ils viennent des flops, on chiale. Si on les prend en 7e ronde puis qu'ils viennent qui jouent pas, on va dire ben ouais, on a repêché le Québécois. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont chialé sur Raphaël Harvey là? Raphaël Harvey. L'affaire, c'est ça. C'est ce que tu dis, David, c'est le problème, en fait, au bout du Canadien, ça touche les Québécois, mais ça touche aussi autre chose. En ce moment, depuis des années, on n'est pas un club de développement, tu sais. Tu regardes l'alignement. On n'a jamais été un club de développement. Ben, on a déjà été à l'époque des Coupes Stanley que Laurent ne reconnaît pas. Excusez-moi, on a développé l'un des meilleurs cerbères de la Ligue nationale de hockey, je nomme Yaroslav Halak. Bon, on n'embarquera pas dans cet amour. Et Tom Kostopoulos et Al Gill. Mais ils n'ont pas été développés. Juste, tu sais, le problème, c'est ça. Le Canadien a quand même toujours environ 4-5 Québécois dans son club, mais il va les signer quand ils sont en fin de carrière. Il fait des échanges une fois de temps en temps pour aller chercher des jeunes Québécois qu'on ne s'attendait pas, qui ont un gros upside comme Dano, mettons. Oui, il fait ces efforts-là de ce côté-là. Il en fait que ça ne marche pas des fois comme Brière à l'époque, on va s'en rappeler longtemps. Mais non seulement ils ne repêchent pas des Québécois, mais les joueurs qui ne repêchent pas, les joueurs qui repêchent, c'est rare qu'ils vont devenir une pièce importante dans le club. Ça. Rendu là, est-ce qu'on est mieux de repêcher des Québécois pour dire qu'on repêche des Québécois puis qu'ils fassent fuck all? Ou on est mieux d'aller les chercher, les signer, puis qu'on le sait qu'ils sont capables de jouer puis de faire le club? En mon opinion, c'est vraiment qu'il faut qu'on devienne un club de développement. Puis tu sais, aussi, c'est qu'on a, par exemple, moi je dis Charles Hudon,
qui est là puis qui fait rien, puis qu'on voit qu'il y a un certain talent offensif, mais on l'utilise pas. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Ouais, mais tu l'utilises pas parce qu'il n'y a pas sa place ces 2 premiers trios. Je veux pas être plate, mais c'est ça pareil. Ouais, ben on est patient avec Jonathan Drouin aussi. Hein. Oui, mais je te donne le choix entre le talent de Jonathan Drouin et le talent de Charles Hudon. Non, ça se compare pas. Ça se compare pas. Là, si on prend un cas pour dire, OK, ce joueur-là, il est là, pourquoi qu'on le fait pas jouer, c'est sûr qu'on l'a vu là, que Hudon, même quand on donne une opportunité, ça ne deviendra pas justement un Guy Lafleur, là, tu sais. Mais c'est parce que là, c'est pas juste un cas, là, ça se répète à maintes et maintes fois. Puis même les autres gros beefs de l'Ouest que tu repêches, ben, tu dis, on va pas repêcher un Québécois pour qu'il fasse rien, tu sais. Ben, les autres gars qu'on repêche, ça se multiplie les cas de ils ont rien fait finalement dans la Ligue nationale. T'sais. Mais les boys, c'est ça qui est plat. En tant que visionnaire, puis que vu que c'est ma chronique, j'ai la solution. Oh damn. J'ai découvert le 10 problème du Canadien et vous savez pas quoi? C'est qu'en fait, le Canadien, c'est un club sans identité. Et là, ça me dit, ben oui, c'est une identité. Non, ils n'ont pas d'identité. Et j'ai la preuve pour vous. L'an passé, notre club, c'était un petit club rapide qui peut se déplacer rapidement avec la rondelle. Mais là, cette année, on vient de rechanger, on veut devenir tough. On veut redevenir tough encore. Et ça, c'était la même chose qu'on voulait faire il y a 2 ans. On n'arrête pas de changer d'identité. On a de la misère à se voir, à être un club qu'on veut être. Mais je crois que la solution la plus simple, bien sûr, OK, là, vous allez rire de moi. Je dis, les Nordiques reviennent, ça va aider le Canadien à repêcher les Québécois. Ça, c'est un fait. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre fois. Mais tout passe, d'après moi, par le développement. Et, par exemple, moi, je crois que les Canadiens auraient dû aider la Ligue junior majeure du Québec à passer à travers la pandémie. C'est le genre de truc qu'ils auraient fait. Moi, je pense que c'est le genre de club, tu sais, un peu faire comme en Europe. Tu développes tes jeunes, des choses comme ça, commencer à faire des farm teams. Je pense que ça serait une des bonnes affaires. Tu sais, les Canadiens juniors, tu sais, chez Red Bull sont forts là-dessus, des affaires de même, faire des farm teams, des choses comme ça. Je pense que les Canadiens pourraient se faire ça, même à défaut de pas avoir des personnes repêchées, mais juste se créer, tu sais, en même temps, ça va se créer du fanbase pour que le monde veuille jouer pour le Canadien, puis je pense que ça les aiderait à aller repêcher des Québécois, puis à augmenter aussi le niveau du bassin québécois. Donc, moi, je pense que c'est ça la solution. Vrai. C'est pas ça la solution, mais là, non, ça commence. Ça commence, mais bon. C'est un... Avec Trois-Rivières dans la East Coast League là, qui s'en vient, ça commence. Ça devrait aider, puis ça, sont mieux d'en avoir pas mal de Québécois là, parce que ça serait justement la bonne affaire à faire pour ça. Je sais que le monde ne sera pas d'accord, mais bon, en même temps, nous sommes rendus... Montréal, c'est une ville anglophone, donc on va continuer avec un autre sujet, et on va passer à la question du jour. C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. On va se calmer un petit peu et on va aller prendre la question du jour. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur n'importe quoi. Hein. Le sport, la vie personnelle des athlètes, comment tricher au casino sans faire se pogner. Écrivez-nous à lematchnul@gmail.com ou sur Facebook et peut-être que votre réponse sera répondue en ondes. Puis, petit hint, là, plus c'est absurde, plus il y a de chances qu'on vous réponde. Et cette semaine, la question nous vient de Francis Dubé qui nous demande quelle équipe sportive a le pire nom d'équipe? Selon vous, les boys. Ben, ça va être le pire. Mais le plus random, je dirais, c'est le Jazz de l'Utah. C'est vrai, hein? D'après moi, je pense qu'il était peut-être... S'il y a bien une place qui est pas mal anti-Jazz, c'est pas mal l'Utah. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, c'est doit être parce qu'il était en avant, il s'appelait Jazz, puis on était ailleurs. Sinon, moi, j'ai pensé la fameuse équipe de hockey à Orlando dans la East Coast League, les Solar Bears. Ça, c'est cool. C'est cool, ça. C'est cool comme nom, je trouve. Ben, c'est bizarre, là. Ouais, c'est bizarre, mais c'est pas le pire. OK. Sinon, j'ai un autre pour vous. Il y a une équipe qui s'appelle les Green Waves. La vague verte. Tu sais, hein, c'est pas pire, ça. Sinon, il y en a des proches de nous, là, aussi, là, des noms d'équipes qui sont assez whack. Là. Les voisins de Laval, là, c'est comme... C'était whack. J'avoue que c'était assez... Mais assez mauvais. Je trouve le pire, c'est une équipe de baseball. Les Los Angeles Angels of Anaheim. Ouais, ça fait encore tabac à chaque année, à chaque 10 ans. Parce que le nom de l'équipe joue à Anaheim, mais il s'appelle les Los Angeles Angels. C'est leur nom de... En tout cas. Il y a les Trashers d'Atlanta. Ça aussi, c'était quelque chose de... On sait pas trop c'est quoi. C'était beau, les Trashers. Non, c'est laid comme nom. Shout out à mon boy Chris. On a aussi une autre équipe de la East Coast League, les Swamp Rabbit de Greenville. Les lapins de marécage. Et sinon, toutes les villes avec des noms génériques, je sais pas pour vous, là, tu sais, comme le Wild.
Hein? Le sauvage du Ça veut Minnesota. tellement rien dire. Sauvage. C'est ça. Ou le Heat de Miami, la chaleur. C'est bizarre comme nom. Miami, là. il fait chaud. Non, je sais, là. Puis là, maintenant, là, on me dit ça, puis là, il y a des langues sales qui vont dire, ben, les Nordiques de Québec, hein. Ben ouais, en même temps, ouais, j'ai raison, c'est le Nord, hein. C'est le Nord, mais nous, on habite au Nord, fait qu'on appelle ça les Nordiques. Vous, les boys, est-ce qu'il y en a qui viennent en tête? Ou on a répondu à la question? Les facocheurs. Les facos. Mais moi, je trouve qu'un nom d'équipe, c'est gros pour le sentiment d'appartenance. T'sais, moi, quand j'étais petit, je jouais pour les Concordes de Mirabel. Oh! Parce que le Concorde est venu une fois à Mirabel, survolé. L'avion. Et jusqu'à pas longtemps, je m'identifiais à un Concorde. Oh, ok. À ce point-là. Ben, tu sais, regarde, je vois un lien quand même parce que moi, je jouais à Saint-Jérôme, c'était les Lions, et là, je prends pour les Lions à Détroit. Fait que tu vois, hein, tout est dans Oh! J'adore les Jets. Non, on est forgé par notre jeunesse, c'est ça qui arrive, hein? Ouais. Bon, ben, j'espère que ça répond à ta question, Francis Dubé. Et c'est déjà terminé pour l'épisode 47 de Match Nul. On espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter pour ne rien manquer de notre contenu et on se revoit la semaine prochaine. Donc, manquez pas ça pour le prochain épisode de Match Nul.